soir je serai la plus belle pour aller danser. Danser, pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Mais ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras tous les mots que je veux entendre murmurés par toi. Je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulue et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, et les cheveux que j'ai coiffés décoiffés par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé que dans la soie et la dentelle, un soir je serai la plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. La plus belle pour aller danser. Tu peux me donner le souffle qui manque à ma vie dans un premier cri de bonheur. Oh, si tu veux ce soir cueillir le printemps de mes jours et l'amour en mon cœur pour connaître la joie nouvelle du premier baiser. Je sais qu'au seuil des amours éternels, il faut que je sois la plus belle pour aller danser. 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 Non, Sylvie Vartan. À l'avenir, tu ne seras plus la plus belle pour aller danser. Je m'étais privé de tout ce qui pouvait nuire à mon entraînement et aux compétitions pour réussir. Cela m'avait pris 5 ans de sacrifice volontaire, de patience et de volonté pour pouvoir cueillir les premiers fruits du succès. 2e, 7e, 62 secondes. J'avais enfin la victoire au bout des doigts. J'avais suivi les conseils de Philippe Pahu à la lettre. Si tu veux réussir à vélo, il te faudra vivre comme un ascète du cyclisme. Faire attention à ton alimentation, ne pas t'occuper des filles et avoir des heures de sommeil correctes. Et des heures de sel, des heures de sel, des heures de sel. Il avait eu raison, Philippe. Les résultats parlaient pour lui. Certes, je n'étais pas parvenu à mon but final, mais j'étais néanmoins bien parti pour y accéder. Mes classements n'étaient pas dus à la chance. Chaque semaine, avec une régularité parfaite, mes temps s'amélioraient. La goutte d'eau venait de faire déborder le vase. J'avais 22 ans et envie de mourir. À plus d'une reprise, je m'étais rendu sur le balcon de l'hôpital. En regardant la rampe d'escalier, en pierre à l'étage inférieur, mon désespoir semblait me conseiller. 5 mètres. C'est peut-être pas très haut, mais si je tombe bien sur la tête, je serai énuqué et ne sentirai rien. Mais si je devais mal tomber et que je me casse la colonne vertébrale, on me foutra dans un fauteuil roulant jusqu'au restant de mes jours. Non, je ferais mieux d'attendre d'être à la maison. Là, j'aurai mon fusil d'assaut. Je retournerai la plaquette sur noir pour le régler sur automatique. L'attacherai avec mon ceinturon autour de ma taille, le canon sous ma gorge, une élastique sur la détente, et quand je la lâcherai, les 24 cartouches me traverseront la tête. Impossible de me louper. Je n'emmerderai plus jamais personne. Mes parents auront la paix et plus de soucis avec moi. Mes souffrances morales ne faisaient que commencer.
Alors que je venais à peine de faire un peu d'ordre dans ma tête en retrouvant mes esprits, 2 gendarmes en uniforme se présentèrent à mon chevet. Le but de leur visite, me demander si je reconnaissais avoir tenté de dépasser Pierre Chevalier alors que ce dernier se trouvait en présélection pour tourner sur la gauche. Le jour même où je prenais conscience que je venais sans doute de perdre mon emploi de jardinier à la ville et en même temps mon avenir sportif, ces représentants de la loi venaient encore retourner le couteau dans la plaie. Jusqu'à ce jour, j'avais eu du respect pour la société. Je croyais encore que la sensibilité existait en ce monde, que le respect d'un accidenté pouvait lui donner le droit de se rétablir physiquement et moralement avant de devoir répondre à ses éventuelles fautes de circulation. Je faisais erreur. Je venais de découvrir que la société dans laquelle on vit est totalement insensible au malheur des gens. Elle ne croit qu'au pouvoir de l'argent et aux lois de l'homme. Elle venait de m'enlever mes illusions, mes égards à son sujet et le respect que je lui accordais. C'est curieux à dire, mais j'avais l'impression que mon traumatisme venait de m'ouvrir les yeux sur des réalités évidentes, mais que je ne voyais pas. J'étais malvenu dans le monde des adultes, et mon cœur, mes sentiments à l'égard d'autrui, allaient dès lors devenir froids et négatifs. Durant des mois, l'idée de me suicider me hantait jour et nuit. Je ne voyais plus de raison de vivre. S'il me fallait vivre, que pour travailler, payer et obéir, et que ma seule récompense était de me priver de mon sport, la seule chose au monde qui me passionnait parce qu'il me coûtait trop cher ou parce que c'était du temps perdu, alors non, ça valait vraiment plus la peine de vivre. J'étais mort le 19 juin 1977. Mais mon voyage vers l'au-delà était trop lent. Je voulais l'accélérer, dormir, me reposer à jamais dans un monde de rêve où personne n'aurait pu m'obliger à quoi que ce soit, où personne n'aurait jamais pu me réveiller. C'était encore dans cet état d'esprit que je quittais l'hôpital Saint-Loup le 12 juillet. Les infirmières avaient remarqué que j'étais dans le noir et avaient bien essayé de me remonter le moral. « Vous partez déjà ? C'est incroyable ! D'habitude, avec une triple fracture du crâne, le patient reste au moins 3 semaines allongé avant de se lever. Et vous, au bout de 2 semaines, vous vous leviez déjà pour aller aux toilettes. » Pour moi, la réponse était simple. C'est le vélo qui m'a amené où je suis. Mais si je m'en tire aussi plus vite que la normale, il y est pour quelque chose. Je regagnais Yverdon, sans même penser au lendemain. Bellicone, la réadaptation. Dès mes premiers jours de convalescence, j'avais l'impression que le traumatisme causé par ma chute me forçait, bon gré mal gré, à redevenir le petit garçon à sa maman. J'avais désormais besoin d'elle, pour la bonne raison qu'elle était la seule à être au courant de tout ce qui m'était arrivé. En quittant l'hôpital, les médecins l'avaient renseignée concernant toutes les démarches à suivre pour mon complet rétablissement. Pour commencer, l'hôpital Saint-Loup avait transféré mon dossier à l'hôpital d'Yverdon. À ma première consultation, j'eus vraiment l'impression que les médecins yverdonois me prenaient pour un débile mental. Ils me faisaient subir des tests aussi ridicules qu'invraisemblables. J'allais énormément souffrir de cette discrimination mentale. Fort heureusement pour moi, une partie de ce problème allait disparaître quand l'hôpital me demanda de prendre contact avec mon médecin de famille. Surchargé de travail, il ne pouvait désormais plus s'occuper de mon cas. J'en fus à la fois heureux et malheureux. Heureux parce que j'allais retrouver mon médecin personnel, et malheureux parce que j'avais l'impression d'être de trop. Ma sensibilité émotionnelle fut, je crois, la seule conséquence psychologique de mon accident. Mon état d'esprit
était si fragile que toutes les décisions que l'on prenait à mon sujet semblaient me mettre hors circuit. Je me sentais comme une grenade désamorcée que se lanceraient des militaires enfermés dans un hangar à munitions pour éviter la responsabilité d'être le dernier à l'avoir dans les mains avant l'explosion. Cet esprit dépressif devait durer des mois. Mon médecin de famille était le docteur Dolivo, un pédiatre. Ce dernier étant en vacances, il me fallait lui trouver un remplaçant. Je me rappelais alors de Jean-Paul Delisle, le tireur 3 du groupe Burdet, à qui j'avais dit un jour « Si un jour je dois changer de médecin, je pense que j'irai voir ton père. Ce sera peut-être l'occasion de se revoir. » Je pris donc rendez-vous chez le docteur Samuel Delisle, qui devait me prendre en charge jusqu'à guérison complète. La prise en charge d'un patient comme moi ne nécessitait aucun traitement. Seul le temps pouvait réparer les traumatismes que mon cerveau et ma conscience avaient subis. Les seules séquelles que mon accident avait occasionnées étaient une perte d'équilibre, des maux de tête continuels et, malgré une fatigue accablante, l'impossibilité de trouver un sommeil réparateur, sans être à tout moment réveillé pour des raisons aussi incompréhensibles que mystérieuses. Lorsque j'en avais parlé au médecin de Saint-Loup durant mon hospitalisation et par la suite au docteur Delisle à Yverdon, la seule réponse avait toujours été la même. « C'est normal, vous êtes encore sous l'effet du choc. Ça va passer avec le temps. » Mais je trouvais pour ma part que j'avais été assez patient avec l'effet du choc, et qu'après plusieurs mois, s'il persistait encore à me causer des troubles, il me fallait chercher ailleurs les solutions. Et si j'avais simplement des nerfs déplacés? C'est peut-être juste ça après tout. Je vais aller voir l'oncle Eugène. Et c'est en me rendant à Bussigny que j'allais trouver la solution à mes problèmes. T'avais 21 nerfs de déplacés derrière la nuque, à commencer par les trijumeaux, les nerfs qui peuvent compromettre ton équilibre. Et tu devais aussi avoir des problèmes pour dormir. Tu avais ce que j'appelle moi le nerf du sommeil coincé. C'est surtout pour ça que je suis venu te voir. Ça fait des semaines que je dors plus, ou en tout cas très mal. Alors en sortant d'ici, évite d'aller rôder. Parce que dans un moment, fais-moi confiance, tu risques d'avoir une anesthésie complète et t'endormir sur place. Tu ferais mieux d'aller, tiens, va tenir compagnie à tante Colette au jardin. Comme ça, si tu t'endors sur le banc, la police t'embarquera pas pour vagabondage. Oh, il exagère quand même un peu l'oncle Eugène. Que ce soir j'arrive à m'endormir sans difficulté, je veux bien, mais m'endormir sur place, il pousse un peu. En plus, j'ai même pas sommeil maintenant, alors. Une fois de plus, son don lui avait permis de voir la vérité, et ses mains ne l'avaient pas trompé. Moins d'une demi-heure plus tard, alors que je bavardais avec ma tante au jardin, je fus soudain pris d'une fatigue intense et irrésistible, comparable à l'effet d'un puissant somnifère. J'eus à peine le temps de demander à ma tante de pouvoir aller m'allonger dans la maison, de monter péniblement une rampe d'escalier jusqu'à la chambre d'amis, et à peine avais-je posé ma tête sur un oreiller qu'en moins d'une minute, j'étais tombé dans un profond sommeil. 1 heure plus tard, je repartais pour Yverdon, le moral au zénith. Une fois de plus, la preuve était faite que lorsque la médecine ne peut plus rien, quand la science est à fond de cale, il reste toujours les mains de l'homme et les dons de Dieu. Mais lorsqu'une chemise a un faux pli vieux de plusieurs mois, ce n'est pas d'un seul coup de fer à repasser qu'elle retrouvera son état premier. À plus de 10 reprises, mon oncle allait devoir masser de ses pouces mon système musculaire et nerveux pour qu'enfin je puisse à nouveau vivre en parfait équilibre mental et physique. Durant le mois de juillet, le nouveau centre thermal d'Yverdon avait ouvert ses portes. Maman s'y rendait régulièrement pour prendre des bains.
L'eau sulfureuse semblait lui être bénéfique, lui procurant un certain bien-être. À la suite d'une triple fracture du crâne, les réactions peuvent être imprévisibles, autant qu'inattendues. Pour cette raison, les médecins avaient confié à maman la responsabilité de tous mes faits et gestes. Ainsi donc, je l'accompagnais régulièrement chaque fois qu'elle se rendait à la piscine thermale. Durant 1 heure, je prenais place à la cafétéria du centre en savourant mon dessert préféré, une coupe amarena. Estimant qu'il serait bon pour moi de prendre part à ces bains, elle me posa maintes fois la question. « Tu veux pas venir te baigner? Ça te ferait du bien de nager, de bouger un peu. » Ma réponse était à chaque fois la même. « Nager, je veux bien. Mais m'attifer avec un bonnet de bain, non merci. » Et les jours passèrent. Je finis tout de même par me dire « Ouais, après tout, c'est vrai qu'on a tous l'air cons avec ces sacs de nylon sur la tête. Mais moi, dans le fond, pas plus qu'un autre. » Et quelques jours plus tard, j'avais acheté un bonnet de bain aux couleurs de mon club cycliste. À partir de ce jour-là, j'allais devenir l'un des plus fidèles clients du centre thermal. Au mois d'août, je m'étais lié d'amitié avec Herminia, qui fut la première jeune fille à donner des leçons de gymnastique aux baigneurs. L'inauguration officielle du centre ayant lieu au mois de septembre, celle-ci m'avait demandé si j'accepterais de bien vouloir participer à une séance de gymnastique de démonstration le jour de l'inauguration. Connaissant également ma petite cousine Marie-Josée ainsi que ma tante Lucette, elle leur avait fait la même proposition. Par amitié pour cette agréable jeune fille, nous acceptâmes d'un commun accord. Nous allions ainsi faire partie de la genèse du nouveau centre thermal d'Yverdon-les-Bains. Concernant cette inauguration, une équipe de la télévision suisse romande était venue filmer et interviewer certains baigneurs. Ces interviews se déroulaient à un endroit du bassin où je désirais me rendre pour bénéficier d'un gicleur à pression d'eau. Je n'étais pas le seul à apprécier ce gicleur. En effet, situé en surface, il nous permettait ainsi de nous faire masser les muscles de la nuque et du trapèze. Si j'avais voulu passer aux informations télévisées, cela aurait été l'occasion rêvée. Mais je ne me sentais pas très à l'aise pour répondre aux questions des journalistes. J'attendais donc que ceux-ci aient quitté les lieux. Quand je constatais qu'ils bavardaient avec le directeur du centre derrière la baie vitrée, je me pensais hors d'atteinte. Je décidai alors de me rendre à l'endroit désiré, certain que je n'aurais plus à craindre d'être attaqué par ces piranhas de l'information. Alors que je tournais le dos au gicleur et par là même à la baie vitrée, je n'avais pas remarqué que les journalistes, tel un commando, avaient pris position pas plus de 50 centimètres derrière moi. Lorsque je décidai de me retourner, je devais m'apercevoir que le caméraman me prenait un gros plan avec sa caméra. En pivotant sur moi-même pour lui tourner le dos, je devais finalement me retrouver face au micro. J'étais pris au piège, encerclé par l'ennemi, et ne pouvais faire machine arrière. Ils me posèrent différentes questions, ayant attrait au centre thermal. Je me souviens d'une en particulier qui concernait les pouvoirs de l'eau sulfureuse. Pensez-vous que l'eau thermale soit réellement efficace pour mettre fin à bon nombre de problèmes de santé? Oui, j'y crois, pour la simple raison que j'en ai fait personnellement l'expérience. Depuis que j'en bois régulièrement, j'ai fait de réels progrès sur le plan sportif. Quel sport pratiquez-vous? Le cyclisme. Alors qui sait, peut-être qu'un jour on vous verra dans cette piscine avec Eddy Merckx? Peut-être, j'aimerais bien. Quelques jours plus tard, à la télévision suisse romande, je passais sur les ondes durant l'émission Un jour, une heure. Finalement, je ne regrettais pas cette occasion qui m'avait permis un jour, une heure dans ma vie
de passer à la télévision.